L'établissement public territorial du bassin de la Sèvre nantaise, gestionnaire du milieu aquatique dont le siège est situé au moulin du Nidois à Clisson, nous présente son bilan. Alors, l'établissement public territorial du bassin de la Sèvre nantaise travaille sur plusieurs volets basés sur les enjeux du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Et l'objectif, en fait, c'est de travailler sur la reconquête de la qualité de l'eau, mais également la restauration des milieux aquatiques, la réduction du risque inondation, tout ce qui est l'amélioration, en fait, de la gestion quantitative, avoir suffisamment d'eau sur son territoire, et également la valorisation du patrimoine du territoire. Alors le bassin de la Sèvre nantaise, c'est quelle superficie? Ça comprend quoi? Le bassin versant de la Sèvre nantaise, c'est environ 2500 km², donc il couvre deux régions, l'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, et également la région des Pays de la Loire. On est sur 123 communes à peu près sur ce territoire. Même s'il ne faut pas généraliser, mais bien sûr, la première question qui nous vient à l'esprit, l'eau est-elle de qualité? Alors c'est une question qui n'est pas forcément simple puisque pour mesurer la qualité de l'eau, il faut prendre en compte différents paramètres. Donc notamment les nitrates, les pesticides, les matières organiques, le phosphore. Donc c'est effectivement selon le contexte, selon le sous-bassin sur lequel on se situe, la qualité de l'eau ne va pas être exactement la même. Globalement sur le territoire, on entend de plus en plus parler d'amélioration des nitrates. Par contre, au niveau de la pollution par les pesticides, on n'observe pas d'amélioration. Et sur certaines portions du bassin versant, il y a parfois des pics de pollution. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur ce sujet. Est-ce qu'on peut dire quand même, avec tout le travail que vous avez déjà fait, que la qualité de l'eau s'améliore? Elle s'améliore sur, comme on l'a dit, certains paramètres ou certains territoires. Il y a eu des choses de fait, notamment sur l'amélioration des stations d'épuration. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur tout ce qui est la réduction des pollutions diffuses. Donc un travail à faire chez les particuliers, chez les agriculteurs. Il y a aussi beaucoup d'actions à mener sur les milieux aquatiques de manière à retrouver un fonctionnement plus naturel des cours d'eau. Justement, au niveau communication, notamment pour le particulier et le professionnel, qu'est-ce que vous faites? Alors pour que ce soit le particulier, on a notamment des actions sur tout ce qui est réduction des pesticides. Donc on propose, en lien aussi avec des structures animatrices et des communes, des opérations telles que la charte de l'éco-jardinier. Donc c'est une charte qui vise à sensibiliser le propriétaire particulier, jardinier, pour qu'il réduise en fait les pesticides dans son jardin et qu'il ne les utilise plus à terme. Voilà, donc il y a un partenariat qui est mené avec des propriétaires de jardins à l'échelle du bassin versant et avec un objectif effectivement de réduction de ces produits phytosanitaires. On peut avoir également des produits qui viennent du bâtiment, nettoyage de toiture, etc. On oublie beaucoup effectivement que les particuliers peuvent être concernés par la qualité de l'eau puisqu'ils utilisent des produits pour nettoyer leur façade ou pour nettoyer leur toiture. Et n'oublions pas que tout finit à la rivière, tout finit dans le cours d'eau et ça contribue malheureusement à polluer le cours d'eau. Donc ça, on a tendance à l'oublier. En restant après sur le cours d'eau, on peut parler également de continuité écologique. Alors, une petite définition. Alors la continuité écologique, en quelques mots, c'est faciliter la circulation piscicole, donc circuler en fait la circulation des poissons. Un poisson en fait va chercher à remonter le cours d'eau pour retrouver des zones de frayère. C'est aussi faciliter le transit en fait de la circulation de sédiments. Un cours d'eau, il a forcément des cailloux, des rochers, du sable, et il a besoin en fait de véhiculer en fait ces matières dans son lit. En fait. Donc la continuité écologique, effectivement, ou l'amélioration de la continuité écologique vise à améliorer cette circulation, que ce soit des poissons ou des sédiments, en réduisant en fait les obstacles qui sont présents sur le territoire. Plutôt que continuité écologique, on préfère parler d'amélioration du fonctionnement naturel des cours d'eau. Puisqu'on a oublié qu'un cours d'eau naturel, c'est déjà la présence d'une eau en quantité suffisante qui coule dans le cours d'eau, donc avec des écoulements lents, variés, des zones de fosses, de creux, des zones de radiers, avec parfois un lit qui est assez large et parfois il se rétrécit. Donc c'est ça véritablement un cours d'eau et on a tendance à l'oublier. Et sur certains
certaines portions du territoire, on a plutôt une succession de bassines qui sont formées par ces ouvrages où les eaux ne coulent plus, se réchauffent. Donc il peut y avoir l'augmentation de cyanobactéries, donc des pollutions présentes dans le cours d'eau. Et puis une accumulation de vases, de sédiments qui se fait au pied du barrage. Et ces sédiments se retrouvent complètement bloqués. D'où l'intérêt de porter certaines actions pour améliorer en fait le milieu. Justement, ces actions, je crois que c'est éraser les chaussées notamment ou autres. C'est souvent la solution qu'on retient, mais ça n'est pas la seule, loin de là. Il y a déjà l'installation de passes à poissons qui facilite la circulation piscicole, mais ça n'agira pas sur les sédiments. Donc on préconise à minima une ouverture coordonnée des vannages ou une meilleure gestion en fait des vannes. C'est souvent le cas sur les chaussées de moulins. Il y avait des vannages. Autrefois, les meuniers ou en tout cas les propriétaires de moulins utilisaient en fait ces ouvrages-là et manipulaient les vannes. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. On a souvent oublié un petit peu. Donc il y a vraiment effectivement au moins cette action-là de manipulation des vannes. Après, ces ouvertures, qu'elles soient complètes ou temporaires en tout cas de vannes, il y a d'autres actions comme la création d'une brèche dans l'ouvrage de manière à faciliter cette circulation-là. Ça peut être un chemin de contournement, tel que c'est le cas au Livau à Gorges, où on a effectivement ouvert, on avait déjà un petit chemin, il a fallu le réaménager un petit peu pour faciliter les choses et faire en sorte que les poissons puissent circuler. On peut avoir d'autres opérations comme la suppression totale ou de l'ouvrage, ou alors on supprime le cadre de vanne et le vannage en fait du moulin, c'est-à-dire qu'on maintient la chaussée, on garde la trace des pierres, la trace de la chaussée, mais il n'y a plus effectivement de système de vannage. Certains sont un petit peu contre effectivement l'effacement complet des chaussées. Je pense notamment à Joël Caillot, maire de Cugan, la VAM aussi. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous n'enlevez pas tout, quoi. Non, alors on leur dit qu'on n'enlève pas tout ou pas forcément, qu'il y a plusieurs solutions. On entend bien effectivement ces considérations-là, puisque nous aussi nous sommes très attachés au patrimoine. L'idée c'est de concilier à la fois la valorisation du patrimoine bâti, mais également la valorisation du patrimoine naturel. Chaque situation est différente, donc l'intérêt pour un maître d'ouvrage, c'est déjà de voir quel est le contexte. Est-ce qu'il y a des usages? Quels sont ces usages? Est-ce qu'il y a une valeur patrimoniale, touristique? Est-ce que effectivement on va, différents scénarios, si vous voulez, suite à cette étude, en fait, vont être proposés. Donc après, chaque maître d'ouvrage est consulté, donc que ce soit le public, également les élus du territoire, pour savoir quelle est la solution déjà la plus adéquate, la mieux appropriée, et également quelle est la solution qui répond le mieux à la population. Donc là, ne soyons pas dans des oppositions, mais plutôt dans de la concertation. Et je crois qu'il y a quelques obligations dans l'avenir que tout à chacun, notamment ceux bien entendu qui possèdent des chaussées, doivent faire. Oui, il y a des obligations, donc notamment de la directive cadre sur l'eau. À une échelle plus locale, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux fait un certain nombre de préconisations et d'orientations. Ces orientations doivent être reprises dans les documents d'urbanisme à l'échelle locale, les PLU et les PLUI. Globalement, il y a effectivement une réglementation aussi à l'échelle nationale. Les services de l'État nous demandent certaines actions sur le territoire. Et notamment, il y a en fait un classement de 2 listes, liste 1 et liste 2. Et sur la partie aval du territoire, donc celle qui nous concerne aujourd'hui en Loire-Atlantique, sur le bassin versant de la Sèvre nantaise, les ouvrages sont classés ou les rivières sont classées en liste 2. Donc on a une obligation de résultat, donc l'obligation d'amélioration de la continuité écologique dans les 5 ans à partir de l'arrêté du préfet. Et l'arrêté du préfet a été signé en juillet 2012. Donc vous voyez, logiquement, jusqu'à 2017, on devrait rétablir les différents ouvrages qui sont présents sur le territoire. Si chacun apporte sa contribution, on ne pourra que s'améliorer. Il y a déjà des actions qui sont portées sur le territoire. On a parlé effectivement des actions sur la réduction des pesticides. Il va y avoir des actions également sur des mesures qui sont menées auprès des agriculteurs. Il y a du travail de fait sur les stations d'épuration. Maintenant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il faut rester positif. La continuité écologique, une affaire à suivre.